Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le boycott de la conférence des territoires pour sa 3e édition, ce rendez-vous dont la première version avait eu lieu il y a presque un an, jour pour jour au Sénat, s'est tenu aujourd'hui à Paris sans les grandes associations d'élus. Elles veulent ainsi marquer leur opposition au gouvernement. On en parle dans un instant. Et parmi les raisons de la colère, la réforme de l'apprentissage. Les régions redoutent de perdre la main sur la gestion des apprentis. Le texte est examiné au Sénat qui va tenter de les remettre au cœur du jeu. Les explications à suivre. Comment réenchanter l'audiovisuel public? Un colloque a lieu au Sénat en ce moment même, en plein débat sur l'avenir de ce secteur que l'exécutif compte bien réformer. Que font nos voisins européens? Quelle stratégie à l'heure du numérique? Et comment renforcer l'identité du service public? On en débat dans cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Trani. Le multiplex, c'est tout de suite. Une conférence des territoires sans les élus locaux. 3 associations boycottent ce 3e rendez-vous avec l'exécutif. Tout avait été fait pourtant pour éviter les sujets qui fâchent. Mais les communes, les départements et les régions ont décidé de marquer leur mécontentement en pratiquant la politique de la chaise vide. Seuls quelques élus étaient présents. Fabien Recker. Il y avait quand même quelques élus présents à la conférence des territoires, venus écouter le Premier ministre avec des attentes bien précises. La téléphonie mobile, le haut débit, donc là il y a eu des annonces très importantes pour nous. Je suis là au titre des écomères, c'est-à-dire que nous sommes effectivement en recherche d'un ensemble de solutions pour faciliter la transition. Pour les sujets qui fâchent en revanche, comme la question des finances locales, le dialogue semble pour l'instant rompu entre État et collectivités. Pour preuve, le boycott conjugué de la conférence par les représentants des maires de France, des départements et des régions. Le sujet provoque d'ailleurs un léger agacement dans les rangs du gouvernement. Comment on fait pour renouer le dialogue entre l'État et les 3 grandes associations d'élus? Eh bien, on travaille, on continue. Le gouvernement a tenu l'ensemble des engagements qu'il a pris. Il faut qu'au-delà des positions politiques des uns et des autres, il y ait un enjeu, un objectif, c'est l'intérêt général. Toutes les associations d'élus n'ont d'ailleurs pas claqué la porte. Nous sommes présents. Mais nous sommes exigeants, mais je pense que quand il y a une instance de dialogue, qu'on est invité, c'est une courtoisie élémentaire que de participer. Il n'empêche, difficile d'avancer sans les 3 principales associations d'élus. Gérard Larcher, quant à lui, ne s'est pas exprimé publiquement. Je ne dis rien, je pars. Mais aurait appelé solennellement Édouard Philippe à rétablir la confiance entre l'État et les élus locaux. Les contours de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, voulue par le gouvernement, sont donc très attendus. Et justement, pour Édouard Philippe, ce boycott est incompréhensible. Le Premier ministre qui rappelle que la contractualisation a déjà été signée par plus de 70% des collectivités. On l'écoute. Nous savons que ne plus avoir la maîtrise de nos finances publiques, c'est au fond fragiliser et notre souveraineté et notre cohésion. Et au fond, c'est une des raisons qui a conduit le gouvernement, l'État, à proposer aux collectivités territoriales, aux 322 collectivités territoriales qui représentent plus de 60% de la dépense publique locale de fonctionnement, ce lien partenarial. Cette façon de, non pas diminuer la dépense publique locale, mais d'en maîtriser la progression, d'en fixer la limite à plus 1,2% modulo les adaptations locales liées d'ailleurs aux variables qui peuvent être prises en compte dans la discussion, mais de fixer à plus 1,2% en moyenne l'augmentation de la dépense publique locale de fonctionnement. Sur les 322 collectivités cibles de cette discussion, près de 230 ont signé les contrats avec l'État. La quasi-totalité des communes et des intercommunalités qui étaient dans la cible, un peu moins de la moitié des départements et un grand nombre de régions. Ces contrats sont des contrats qui sont, à l'évidence, pour certaines collectivités territoriales, des contrats ambitieux et difficiles à tenir. Mais je voudrais vous dire que je suis, à titre personnel, intimement convaincu que discuter avec ceux qui sont les acteurs essentiels de la dépense publique locale,
les acteurs les plus massifs. Et prévoir par la forme d'un contrat la progression maîtrisée de leurs dépenses est infiniment plus fécond et infiniment plus respectueux qu'une diminution brutale, non discutée, des dotations qui viennent les alimenter. Et les élus communistes, dont certains sénateurs, ont également refusé de participer à cette rencontre. Ils dénoncent un détournement de fonds, je cite, imposé par le gouvernement aux collectivités. On écoute, ils étaient au micro d'Adrien Develay. Nous voulions ce matin donc expliquer les raisons pour lesquelles nous étions d'accord avec les grandes associations aujourd'hui d'élus, l'AMF, l'ARF ou l'ADF, pour boycotter aujourd'hui donc cette conférence nationale des territoires, puisqu'on est devant une véritable régression dans les relations aujourd'hui entre les collectivités et l'État. On assiste là, à quelques pas d'ici, à Matignon, à l'organisation d'un détournement de fonds. Précédent quinquennat, 11 milliards de prix aux collectivités territoriales, et là c'est 13 milliards. Donc c'est un détournement de fonds. Ce qui se passe ce matin est catastrophique. On est en train de casser la République. On est en train de se satisfaire de tenir une conférence des territoires sans les premiers représentants des territoires que sont les élus. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est en train d'orchestrer la casse de tous nos territoires, donc de la République, mais aussi de la démocratie. Et tout de suite, notre premier invité du multiplex, c'est le sénateur RDSE de la Haute-Vienne, Jean-Marc Gabouty. Il est à vos côtés et Tam Tranui. Oui, Jean-Marc Gabouty, est-ce qu'une conférence nationale des territoires sans l'AMF, sans l'ADF, sans les régions de France, cela a du sens? Il manque tout de même les trois acteurs principaux représentant les collectivités. Non, ça n'a pas de sens, effectivement, mais le rendez-vous était pris. Alors moi, je comprends la fronde de ces associations, mais je n'approuve pas, parce que la politique de la chaise vide, en soi, n'est pas très productive et ne fait que retarder le temps où il sera nécessaire de retisser des liens. Oui, mais vous le comprenez en même temps, eh bien, le fait qu'un certain nombre d'élus locaux jugent qu'ils ne sont absolument pas compris par l'exécutif, qu'ils jugent qu'aujourd'hui, il y a une espèce de technostructure qui est sourde à leurs attentes. Alors je crois que dans ce que reprochent les élus locaux au gouvernement, il y a des pêle-mêle un certain nombre de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, parce qu'il y a le 80 km/h, il y a la contractualisation avec 322 grandes collectivités, il y a la réforme et la suppression surtout et la compensation de la TH qui soulève des... Oui, la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, pardon, oui, taxe d'habitation qui soulève des interrogations. Moi, je crois que les racines de ce ras-le-bol, aujourd'hui, c'en est l'expression, mais sont beaucoup plus profondes. C'est aussi les réformes ratées, comme la loi NOTRe, ou les réformes qui n'ont pas été réalisées, comme les dotations de l'État aux collectivités ou encore la fiscalité locale qui n'ont pas été réalisées depuis 2 décennies. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, je dirais, une incompréhension qui fait qu'il y a une protestation de la part des élus, avec probablement une part de responsabilité dans la méthode au niveau du gouvernement. Oui, en cause notamment dans cette méthode, cette nouvelle méthode, il y a la contractualisation, les contrats financiers avec les collectivités pour limiter leur hausse de dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. Édouard Philippe a encore défendu ce qu'il considère comme une nouvelle grammaire aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne méthode ou pas du tout? Alors, sur le fond, le gouvernement a raison. Le Premier ministre aussi, en ce sens que il y a des économies à faire sur les grandes collectivités. Mais le gouvernement n'a pas osé l'annoncer officiellement. Notre pays reste un pays suradministré, avec des doublons entre l'État et les collectivités locales et les différents niveaux de collectivités locales entre elles. Donc il y a une nécessité de faire une grande réforme, non pas des circonscriptions, des modes d'élection, mais de l'exercice des compétences, du financement des territoires au travers des dotations et au travers de la fiscalité locale. Et le gouvernement n'a pas donné pour l'instant une direction bien claire en la matière, mais c'est effectivement l'initiative à prendre. Alors il y a un certain nombre d'élus, notamment de parlementaires, qui ont dénoncé, notamment dans cet hémicycle, le diktat, le chantage de l'État à travers tous ces contrats. Et puis parmi les points de rupture, il y a aussi la question de l'apprentissage. On est justement en train de débattre de cette question dans l'hémicycle et la question de l'apprentissage et des régions. Quel est le problème et pensez-vous que c'est problème inéluctable ? Non, je crois qu'il y a un rapprochement qui va être fait. Le Sénat va le proposer. D'ailleurs, ce qui a été voté au Sénat pour rectifier un petit peu le tir et que les régions restent dans le circuit et restent partenaires et aient leur rôle,
me paraît souhaitable. Néanmoins, il doit y avoir au niveau notamment de la définition du contenu une prééminence des branches professionnelles, parce que c'est pour les entreprises, donc pour les branches professionnelles ce sont les véritables acteurs de l'apprentissage. Donc il faut trouver un équilibre, mais ça ne me paraît pas un point d'achoppement. Je crois qu'il peut y avoir un accord là-dessus. Pour le reste, bien, il faut que le gouvernement montre aussi un petit peu plus de visibilité dans les réformes engagées, et ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la situation actuelle, les torts sont un petit peu partagés. Merci beaucoup Jean-Marc Gabouty d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction au Sénat suite de l'examen du projet de loi réformant l'apprentissage et la formation professionnelle. Vous le savez, le rôle des régions est au cœur des débats. Pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek depuis la tribune de presse de l'hémicycle qui suit pour nous les débats aujourd'hui. Absolument. Eh bien, les sénateurs se sont penchés depuis ce matin sur une des parties les plus délicates de ce projet de loi, une partie qui cristallise les oppositions au Sénat contre ce texte, le rôle des régions, on vient d'en parler, le rôle des régions dans l'apprentissage. Le gouvernement, eh bien, il veut réduire les compétences régionales en matière de formation par apprentissage. Celle-ci serait limitée à la formation des demandeurs d'emploi. Hors de question pour le Sénat, pour la Chambre des territoires, de laisser une telle compétence échapper aux régions. Et face à cette opposition, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, eh bien, écoutez, là, elle joue l'ironie. La liberté de la décentralisation est pleine et entière. Et les régions ont tout à fait le choix et la liberté d'avoir une réforme, une politique très active de l'apprentissage ou pas. C'est leur liberté. Il n'y a pas non plus d'obligation d'affectation, c'est le principe même de la décentralisation. Il y a un fléchage de la recette, mais pas de la dépense, et c'est normal. Mais quand la moitié des régions, pas une, la moitié des régions a décidé de ne pas le mettre dans ses priorités au point que tout le financement de la taxe d'apprentissage qui doit aller à l'apprentissage ne va pas à l'apprentissage, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est juste pour les jeunes. Voilà, une région sur deux qui n'utilise pas tout l'argent destiné à l'apprentissage, et la ministre prolonge. Plus d'1 300 000 jeunes n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. L'apprentissage ne concerne en effet en France que 7% des jeunes. Alors au final, eh bien, cet article 15 sur la compétence régionale de l'apprentissage, cet article 15 a bien été adopté dans la version de la Commission des affaires sociales. Les régions, eh bien, elles pourront adopter une stratégie pluriannuelle des formations en alternance. Voilà pour ces débats donc, autour du rôle des régions dans l'apprentissage. Merci à vous, Saveria. Et on continue les réactions avec vous. Tam Tranui, vous êtes avec le sénateur LR, René-Paul Savary, c'est à vous. Oui, René-Paul Savary, Saveria Rojek vient d'en parler à l'instant. Il a été question ce matin d'un sujet qui fâche les régions. C'est l'apprentissage. Alors tout d'abord, que prévoit exactement le projet du gouvernement en la matière pour les régions et pourquoi les régions se sont-elles senties marginalisées ? Écoutez, les régions avaient une clause de compétence générale en ce qui concerne l'apprentissage qu'elles perdent, même si elles gardent certaines compétences, mais qui est confié cet apprentissage aux branches. Donc il y a une inquiétude particulière, puisque les branches professionnelles ne sont pas toutes organisées de façon identique, ne couvrent pas toutes forcément l'ensemble du territoire, et puis les régions avaient acquis un savoir-faire qui n'est pas reconnu. Est-ce que vous pensez cependant que c'est une bonne chose de confier au moins ce copilotage aux branches professionnelles, et ça crée tout de même des craintes au niveau, vous le disiez, de l'aménagement du territoire ? Alors, si vous voulez, on voit bien qu'il y a des difficultés dans l'apprentissage, sinon il n'y aurait pas une nouvelle loi. Donc, on peut rebattre un certain nombre de cartes. Simplement, de changer d'orientation comme ça brutalement peut remettre en cause l'organisation même du système. C'est la raison pour laquelle la Commission, qui a été appuyée par le Sénat, propose de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on confie encore un certain nombre d'actions aux régions, qui ne sont pas entièrement dépossédées, tel que c'était proposé au départ, de cette compétence en ce qui concerne l'apprentissage. Oui, quelles sont exactement les compétences qu'auront les régions pour la Commission qui, en quelque sorte, a voulu quelque chose d'assez réaliste et d'une sorte de compromis, en fait? Voilà, la région a souhaité une co-construction du dispositif de l'apprentissage avec les régions et avec les branches professionnelles et donc les entreprises. Et à savoir, elles pourront continuer à investir
au niveau des CFA, participer au fonctionnement. Il y aura une coordination. Elles pourront émettre un schéma stratégique de la formation dans le domaine de l'apprentissage. Elles pourront participer à des conventions d'objectifs et de moyens. Donc on voit bien qu'elles n'ont pas entièrement perdu la main et qu'elles pourront co-construire avec les entreprises, avec les branches, un dispositif. C'est le pari qui est proposé aujourd'hui. Au sein de la droite même, il y a eu débat. Ce matin, il y avait notamment un amendement signé de Bruno Retailleau, justement pour redonner l'intégralité de la compétence aux régions. Tout à fait, car nous avons la fibre de la décentralisation. Et dans cette proposition, il y a véritablement une recentralisation du dispositif. C'est la raison pour laquelle les choses ne peuvent pas se passer comme cela. Le Sénat est la chambre représentative des collectivités territoriales, ne l'oublions pas. Néanmoins, l'intérêt général de nos jeunes, dans le domaine de l'apprentissage, nous laisse cette voie de co-construction pour faire en sorte que le dispositif ait plusieurs acteurs qui, ensemble, pourront proposer la meilleure organisation. Il y a aussi une question un petit peu politique. Si vous revenez complètement à l'inverse du dispositif du gouvernement, il est clair que le Sénat ne pourra pas faire entendre sa voix. Est-ce qu'avec ce compromis, vous pensez pouvoir avoir l'accord de la ministre ? Écoutez, ce compromis montre bien la volonté de la majorité sénatoriale de co-construire le dispositif. Ma foi, la main est tendue. Nous souhaitons vivement que le gouvernement, pour l'efficacité du dispositif, retiennent ces propositions du Sénat. Une toute dernière question, ces débats se tiennent dans le contexte particulier de la Conférence nationale des territoires. Ce matin, on voit qu'il y a de nombreux sujets de difficultés entre l'État et les collectivités. Celui-ci, est-ce que vous pensez qu'il est déminé ? Je ne suis pas sûr qu'il soit entièrement déminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité locale. Faisons confiance aux acteurs de territoire. Or, on voit bien que ce gouvernement ne s'appuie pas suffisamment sur les acteurs de territoire, que ce soit les collectivités territoriales ou les corps intermédiaires. C'est la raison pour laquelle il était important que nous ayons ce débat ce matin au Sénat. Merci beaucoup René-Paul Savary d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Je vous le disais en titre, en plein débat sur la réforme de l'audiovisuel, le Sénat organise un colloque avec cette question: comment réenchanter l'audiovisuel public ? Les représentants des télévisions européennes étaient présents, alors comment peut-on s'en inspirer ? Élément de réponse avec Cécile Sixou. Carton jaune pour l'audiovisuel public français. 69% des Français estiment injustifiée la redevance de 139 € pour les programmes proposés. Un mécontentement qui s'explique par le retard des chaînes publiques françaises en matière numérique pour le sénateur André Gattolin. Ce qui est frappant, c'est de voir le niveau déjà d'expérimentation dans les réformes qui ont été conduites aussi bien en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et on a l'impression que la France, effectivement, est un peu en retard d'imagination et de réaction aux défis. Faire face aux défis du numérique, certaines chaînes publiques européennes y sont arrivées, comme en Angleterre, où 86% des Britanniques approuvent les programmes de la chaîne publique, la BBC, contre 56% en France. Au Sénat ce matin, des directeurs de chaînes européennes ont donné des solutions pour réenchanter l'audiovisuel public français. C'est comment s'adresser à tous les publics, pas seulement à travers les canaux traditionnels que sont la radio et la télévision, mais bien sûr aussi les médias numériques. Et là, nous devons nous approprier ces vecteurs et puis aussi, bien sûr, développer de nouveaux formats. Et le réenchantement passera par cette nouvelle confiance avec le public. Que tout le collaborateur de l'entreprise adhère à ce projet avec de la formation. Il faut vraiment former. Quand on voit que leur public répond très rapidement, que les audiences croissent de manière extrêmement rapide sur le numérique, c'est extrêmement gratifiant. La réforme de l'audiovisuel public présentée par Françoise Nyssen en juin dernier prévoit de redoubler d'ambition dans le numérique et de déployer 150 à 200 millions d'euros par an d'ici 2022 dans ce domaine. Et avant d'ouvrir le débat avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une réaction de la présidente de la commission de la culture du Sénat, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly. Oui, Catherine Morin-Desailly, le colloque qui se tient toute la journée d'aujourd'hui s'intitule « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ». Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce nouveau contexte change pour l'audiovisuel public, celui du numérique ? Ça change tout. Le numérique change tout pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je fais cette remarque en aparté. Mais pour l'audiovisuel, c'est encore plus important puisque le numérique est le nouveau vecteur des images, des émissions, des programmes. Et donc l'audiovisuel est
en priorité forcément impactés. D'ailleurs, audiovisuel public comme audiovisuel privé. Et à l'heure du numérique, il faut repenser tous les bouleversements. C'est la digitalisation des entreprises, des nouveaux modes organisationnels, c'est des nouveaux supports pour regarder la télévision, c'est des nouveaux formats, des nouvelles écritures aussi pour l'ensemble des programmes qui peuvent être proposés au public. Et c'est aussi le numérique dans un contexte mondialisé. La mondialisation s'impose à nous. Ce sont de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, notamment ces puissantes entreprises extra-européennes, les géants du numérique, qui se sont immiscés dans nos paysages audiovisuels en Europe et qui deviennent des acteurs concurrentiels, très fortement concurrentiels. Donc il faut s'organiser et il faut aussi faire évoluer notre modèle de manière à garantir notre diversité culturelle, notre spécificité en matière aussi d'information. Justement, ce matin, il y a eu notamment une table ronde où on a pu avoir un certain nombre d'exemples européens. Comment s'en sortent nos voisins européens et de quelle façon peut-on s'inspirer du meilleur ? Plutôt mieux, je dois dire, parce que l'ensemble des audiovisuels publics qui étaient représentés ont opéré leur mue, ont fait leurs réformes. Après des débats, bien sûr, je pense à la Suisse par exemple, des débats importants, mais ils ont bougé. Et nous, il est plus que temps que nous bougions, que nous ayons ce courage et cette audace, parce que si on n'y va pas, c'est la survie de notre modèle elle-même qui peut être en danger. Et d'ailleurs, ces mêmes intervenants ce matin ne m'ont pas caché si la France n'y va pas franchement, ce sera un problème pour nous parce que la France, c'est au cœur de l'Europe, c'est la culture, c'est la francophonie. Donc c'est un modèle aussi particulier. Et ils nous ont expliqué à quel point il était important que l'ensemble des audiovisuels publics européens travaillent main dans la main pour pérenniser encore une fois un modèle dans un monde qui devient de plus en plus homogénéisé à l'anglo-saxonne. Et si on n'y prend pas garde, eh bien voilà ce qui risque de nous arriver, d'où l'urgence de la réforme. Oui, très vite. Donc justement, le contexte de la réforme de l'audiovisuel public, on a eu un sondage ce matin, et bien on a vu qu'un certain nombre de Français confondent même l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Ça montre qu'il y a un problème d'identification de l'audiovisuel public aujourd'hui. Tout à fait. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'ils reconnaissent certaines vertus à l'audiovisuel public en matière de mission éducative, mission d'informer, mais en même temps, ils ne distinguent pas très bien dans l'offre audiovisuelle, même s'ils distinguent ce qu'est une chaîne de l'audiovisuel public, mais ils ne distinguent pas très bien la différenciation en matière de programme, surtout en matière d'information. Bien, merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse donc regagner ce colloque qui continue à se tenir au Sénat aujourd'hui. Merci à vous, Tam. Et on va poursuivre ce débat en plateau avec vous, Dominique Vérien. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice centriste de Lyon. J'accueille également sur ce plateau Nathalie Sonac. Bonjour. Vous êtes membre du CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par ailleurs, professeur des universités. Bienvenue à vous. Et David Assouline est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat. Première question pour vous, David Assouline, puisque l'intitulé de ce colloque, c'est comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique. Il a besoin réellement d'être réenchanté, l'audiovisuel public aujourd'hui ? Pas plus que l'ensemble de l'audiovisuel. Je pense qu'il faut toujours réenchanter, ou sinon on recule. Mais je trouve qu'il y a des choses justes qui sont dites en termes de réformes nécessaires, en termes de modernisation, en termes de créativité, mais qu'il y a un mauvais procès qui est fait à l'audiovisuel public. Lequel, David Assouline ? Parce qu'on a entendu des critiques assez dures, justement, il y a d'abord le sondage, on pose des questions, on peut interpréter les réponses de vraiment différentes manières, mais il y a un autre sondage, le baromètre IFOP, sur l'audiovisuel public, qui dit exactement l'inverse, sur la perception, etc. On va le voir peut-être, ce sondage Opinionway, où en fait on voit le niveau de satisfaction des Français, qui n'est pas totalement... Oui, mais sur la distinction, etc. Non, moi, par exemple sur le numérique, l'audiovisuel public a, depuis maintenant pas mal de temps, avec retard, mais en tous les cas depuis pas mal de temps, fait d'énormes efforts. Et avec des succès incroyables. L'audiovisuel public, c'est aussi la radio, qui est quand même quelque chose de très important, Radio France. On en parle moins, mais c'est des millions de podcasts qui sont regardés, et dans des domaines pointus, entre guillemets. Les émissions de philosophie de France Culture, mais c'est incroyable l'appétit qu'il y a à voir ça, et comment ça a été mis en valeur par l'audiovisuel public. A fait pareil, a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de rationalisation, parce qu'on sort d'une fusion de sociétés différentes.
France Télévisions, c'était plusieurs sociétés différentes, ce qui veut dire, quand on doit les fusionner, des problèmes sociaux, des problèmes de conventions collectives, des problèmes de synergie nouvelle, et dans le même moment, une révolution numérique où on peut voir qu'y compris en termes de propositions, c'est venu du service public de faire une plateforme commune avec M6 et avec TF1 pour essayer de résister aux GAFA. Donc, je trouve qu'il y a des mauvais procès, mais je vais intervenir tout à l'heure, je le dirai. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais pas avec l'idée qu'on va réduire les moyens. Si on veut continuer dans la révolution numérique avec force, il va falloir investir de façon énorme. Il faut un budget, effectivement. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, donc l'heure est à réduire les moyens. Si on dit, et je suis d'accord que sans la révolution numérique, l'audiovisuel public peut disparaître, alors on met les moyens, et ce sont des moyens d'investissement qui doivent être continus, parce qu'on ne sait même pas aujourd'hui quels seront les usages et les technologies de l'image, etc., dans 10 ans. Donc, il faut donc anticiper. Il va Dominique Vérien, constamment être prêt. Ce virage du numérique, puisqu'on voit que les avis sont partagés, l'audiovisuel public a su le prendre, puisqu'on entendait André Gattolin, qui était un peu plus sévère que David Assouline à l'égard justement de ce qui se fait en France. A su le prendre, a commencé à le prendre, c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a une plateforme qui commence à essayer de s'organiser. Mais objectivement, on est quand même très en retard pour pouvoir contrecarrer Netflix qui arrive. Et puis aujourd'hui, alors en plus on a un vrai souci sur le numérique, c'est-à-dire qu'on a une France à 2 vitesses. Moi qui suis en zone rurale, toute l'offre numérique, je n'en dispose pas, puisque je n'ai que la télévision hertzienne. Alors pour autant, depuis que je suis à Paris, j'ai découvert la télévision numérique, mais on voit qu'effectivement, on a des usages aujourd'hui très différents, on veut aller chercher des contenus, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'organisation telle qu'elle est faite prévoit ces nouveaux usages. Je pense que demain, la télévision publique, on ne se posera plus la question de savoir si c'est France 4, France O, France... Il y aura une France Télévisions et on voudra aller chercher du cinéma, du programme jeunesse, de l'information. Et en fait, on sera sur un ordinateur qui s'appellera un écran et on ira cliquer dans information ou dans région. Je veux telle région, Bourgogne-Franche-Comté, je veux telle sous-région, Yonne, etc. Et on trouvera des contenus. Et là, effectivement, ça demande une nouvelle organisation pour que tout le monde travaille ensemble sur ces nouveaux contenus. Et donc, profitons de cette révolution technique pour pouvoir avancer et faire une vraie révolution sociologique aussi de la façon d'aborder la télévision et l'audiovisuel d'une façon générale. Quel rôle pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel justement dans cette révolution numérique, dans cette modification des comportements de consommation justement de l'audiovisuel? Je pense que clairement le cadre, dans la mesure où tous les acteurs sont impacté par cette révolution numérique, alors qui couvre beaucoup de choses. En tout cas, le cadre, lui aussi, doit s'adapter pour une régulation qui doit être beaucoup plus souple dans un moment plus large. Moi, je rebondis tout à fait ce que vous disiez, parce que derrière révolution technologique, derrière révolution numérique, il n'y a pas que la révolution technologique, même si elle est centrale. On a une révolution aussi économique. Cette révolution économique se traduit par la présence de nombreux nouveaux acteurs, principalement étrangers, qui entrent en concurrence directe avec les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Ces nouveaux acteurs qui entrent ne participent pas au financement de la création, bénéficient, si j'ose dire, d'une véritable asymétrie de règles, à la fois des règles réglementaires et des règles fiscales. Deuxième révolution. Troisième révolution en parallèle, c'est effectivement aussi la révolution d'usage. On a aujourd'hui un consommateur, un téléspectateur qui, quels que soient les secteurs d'activité, l'audiovisuel compris, est au centre d'un nouvel écosystème. Et lui veut consommer quand il veut, où il veut, sur n'importe quel support, un ensemble de contenus, quelle que soit finalement l'origine de ces contenus, là encore, qu'elle soit publique ou privée. Il y a un point qui est central, c'est ce que vous disiez à l'instant, madame, c'est que 25% aujourd'hui des foyers n'accèdent à la télévision que par la TNT. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est encore, et c'est une chance, dans une phase de transition. Et cette phase de transition, elle doit absolument être accompagnée. Certainement là, le CSA, entre autres, a un rôle fondamental d'accompagnateur de ces transformations
pour pouvoir parvenir d'une part à ce que tout le monde soit connecté, ça c'est le rôle du législateur et évidemment des opérateurs, à mettre les nouvelles technologies en place très rapidement pour que chacun puisse, sans discrimination, pouvoir accéder à une offre large et enrichie. Le deuxième élément qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas un écosystème tout seul, alors on compare avec l'Angleterre et l'Allemagne. L'ensemble des secteurs publics en Europe sont transformés, sont bousculés, sont impactés par ces triples révolutions et tous sont touchés. L'Allemagne a modifié sa redevance. L'Angleterre, on parle d'un modèle, mais c'est une redevance qui est la double de la nôtre, avec un changement de régulation, avec un changement de régulateur, avec un changement de gouvernance. Alors justement, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait chez nos voisins européens? David Assouline, on sait que c'était à la thématique de ces tables rondes ce matin. Oui, mais justement, si on regarde ces expériences à l'étranger, elles disent pas ce qu'on veut nous faire dire dans certaines réponses que j'ai entendues dans le reportage tout à l'heure. Effectivement, la redevance est plus chère partout, ou comparable avec la France, Grande-Bretagne. Or, on nous dit ici qu'il ne faut pas l'augmenter. La redevance devient universelle. Grande-Bretagne, Allemagne, c'est tous les foyers payent, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si la réforme, pour ce qui est du financement, c'est celle de ne pas avoir comme dogme, on n'augmente pas la redevance, et on ne la rend pas universelle parce que ça va faire des mécontents et que les Français ne sont jamais d'accord avec une augmentation même minime, si c'est la démagogie, eh bien, on ne va pas répondre à la question. Ensuite, il y a une deuxième, parce que si on va chercher de l'argent, c'est qu'il y en a besoin. Est-ce que la réforme veut dire chercher des économies parce qu'on dépense trop? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des économies, bien entendu, dans les synergies. Est-ce qu'il faut quand même que le secteur de l'audiovisuel public fasse un effort pour qu'on identifie bien justement son offre? Parce qu'il y a quand même ces sondages où, notamment auprès des jeunes, c'est un petit peu flou. Ils confondent à la fois TF1, le service public, ils ne savent pas trop où situer le curseur. Il faut vraiment qu'on puisse aujourd'hui identifier ce qu'est un service public de l'audiovisuel. Pour ça, il faut des moyens. Parce que c'est quoi la différence? Ça sera la qualité. Ça sera la qualité. Or, c'est vrai qu'avec des nouvelles technologies, des fois, on fait des économies de coûts. En termes, peut-être, il y a des caméras qui sont bons, etc., de prise de son, de tout ce que vous voulez. Mais la révolution numérique, c'est aussi d'autres coûts. Et donc, de toute façon, tout ce que l'on réussira à faire comme économie par des synergies, par de la rationalisation, ne sera pas suffisant pour les investissements nécessaires dans les nouvelles technologies. Donc moi, je dis, non seulement il ne faut pas baisser le financement, mais nous allons être obligés de l'augmenter si on veut tenir la promesse. Est-ce que vous êtes d'accord que l'audiovisuel public doit pouvoir résister de redevance notamment? Est-ce qu'il faut maintenir le statu quo? Il est clair qu'aujourd'hui, c'est profondément injuste. Seules les personnes qui ont un téléviseur payent la redevance, alors qu'on sait bien que justement tous les contenus sont consommés par tout le monde, y compris sur des ordinateurs. Donc qu'elle soit généralisée, au contraire, qu'elle soit augmentée. Ça, c'est après, en fonction du projet, on regarde de combien on a besoin. Mais objectivement, déjà, le fait de l'élargir à tout le monde, ça va de toute façon être des rentrées supplémentaires. Donc, je pense qu'elle a effectivement besoin. Et après, il faut, là encore, toujours regarder à quoi ça sert. Ça peut servir à l'accompagnement, parce qu'il y a un vrai accompagnement vers des nouvelles méthodes. Il est clair qu'on ne travaillera plus, vous ne travaillerez plus, comme on travaillait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on le voit bien, et quand on parle aussi des rapprochements France 3, France Bleu, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup plus de multidiscipline en fait, où chacun va devoir à la fois savoir interroger, écrire, filmer, et donc ce qui peut rendre aussi le métier plus intéressant, mais qui nécessite de faire évoluer les gens. Donc là, il y a un besoin au niveau de la formation. Et après, il y a deux besoins financiers qui sont le besoin d'investissement, et notamment d'investissement en matière de création. Et c'est là qu'on a ce problème, effectivement, par rapport à la concurrence étrangère qui peut venir, et d'investissement par rapport au fonctionnement. Et on le sait, en règle générale, c'est souvent sur le fonctionnement qu'on demande de faire quelques économies. Peut-être c'est pas
complètement la concurrence étrangère qui peut venir, la concurrence étrangère qui est déjà là. Et c'est là la disruption qui est majeure, c'est que ils sont là, ils sont présents. Aujourd'hui, Netflix, c'est 3,7 millions d'abonnés. Donc ça signifie que lorsque je regarde un abonnement, je suis abonné à Netflix, eh bien, je n'ai pas forcément les moyens de m'abonner à un autre service, et notamment un service national. Mais l'enjeu est majeur, et je trouve qu'on a une chance extraordinaire, finalement, parce que je trouve que les gens sont beaucoup trop pessimistes. Nous avons une chance extraordinaire. Déjà, on se situe dans l'Europe. Et l'Europe vient récemment, et ça sera voté et signé à l'automne 2018, présenter un cadre qu'on appelle la directive des services de médias audiovisuels, qui est un nouveau cadre. Et dans ce nouveau cadre, il y a deux avancées majeures. La première avancée majeure, c'est que nous intégrons, dans ce cadre-là, sont intégrés dans ce cadre-là, les nouveaux acteurs, que sont les plateformes de vidéo. Et là, elles auront des obligations. Alors, les plateformes de vidéo de partage, de streaming et des réseaux sociaux. Elles ont, pour celles-ci, spécifiquement l'obligation de remplir les règles qui sont les règles de nos valeurs, parce que la télévision est une fois encore un média économique, c'est un bien économique, c'est une industrie, mais aussi qu'il y a une spécificité. La spécificité, c'est qu'elle est vecteur de démocratie. On ne parle pas des médias comme des boîtes de petits pois. Et donc il faut bien véritablement marcher sur ces deux jambes. Et le CSA est le garant de ces deux jambes-là, à la fois une jambe économique et juridique, mais aussi une jambe sociétale. Donc la directive SMA intègre ces nouveaux acteurs et les oblige à se protéger, discours contre la haine, protection des jeunes, etc., etc. Et puis une deuxième avancée aussi, qui est celle que lorsque des services de médias audiovisuels à la demande, tels que Netflix, qu'elles soient installées, quel que soit dans n'importe quel pays européen, et qui véritablement ciblent un État spécifique, Netflix qui serait installé en Irlande, ou Google installé en Irlande, et puis de par un service de médias audiovisuels à la demande, viendrait cibler directement notre territoire, là, elle aura des obligations de financement et d'exposition des œuvres. Donc on voit bien que ça, c'est un premier champ qui est important. Et le deuxième champ, c'est protecteur. Non, pas simplement protecteur, non. D'élargissement de l'écosystème à tous les acteurs, dont les acteurs étrangers. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que l'avenir est devant nous. C'est-à-dire qu'on a tout à construire. Aujourd'hui, la réforme est en réflexion. Beaucoup de gens réfléchissent. Le Sénat, aujourd'hui, je pense que c'est fantastique, ça participe à la réflexion. L'Assemblée nationale, de nouveaux projets, là aussi, de nouvelles réflexions vont être mises sur la table. Ensuite, après, effectivement, au pouvoir public à avancer, à être effectivement courageux pour embarquer sur ces nouvelles réformes. Parce qu'on avait effectivement, on a reçu à la commission de la culture le responsable de Canal+, qui nous expliquait que, étant installé en France, il avait effectivement un certain nombre d'obligations, notamment dans le financement du cinéma, et que ces obligations, aujourd'hui, Netflix n'avait pas à les respecter. Donc le fait que demain, on puisse mettre sur un pied d'égalité ces sociétés étrangères par rapport aux sociétés françaises me paraît indispensable. Mais véritablement, l'asymétrie, qu'elle soit réglementaire ou fiscale, est injuste. Toute discrimination, de toute façon, est injuste. Et ça, ce rétablissement-là, il est indispensable. Il va être mis en place, et il est mis en place par la directive lorsqu'on l'implémentera dans la loi. Et puis ensuite, à nous, pays national, de faire les bonnes réformes pour pouvoir avoir l'audiovisuel que nous souhaitons. Moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'est-ce que nous voulons. Justement, David Assouline, on a commencé ce débat avec cette question sur un réenchantement de l'audiovisuel public, pour finir sur une note d'optimisme, puisque Nathalie Sonac rappelle justement qu'on est au début de la réflexion, on est encore dans le champ du possible, il y a encore justement une chance de rattraper ce retard, même si vous estimez qu'il n'est pas là. Non, moi au contraire, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je ne commence pas par dire que mon chien a la rage pour pouvoir le supprimer. Donc au contraire, je veux d'abord m'appuyer sur ce qui est positif dans l'audiovisuel public et ensuite voir tout ce qu'il y a à améliorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Le débat est posé à son juste endroit ici, parce que on a parlé de l'audiovisuel public, alors que nous devons penser l'écosystème global, c'est-à-dire l'audiovisuel et privé et public. Et si on réfléchissait comme ça, puisqu'il y a une concurrence entre le privé et le public, et très souvent, moi je suis un défenseur du service public, j'ai essayé de voir comment les choses s'équilibrent et que le service public ne soit pas lésé dans cette concurrence. Je pense que nous devons tous nous élever à un niveau, c'est que faire un pacte audiovisuel public, audiovisuel privé, tous les acteurs qui n'arrêtent pas de se taper dessus, producteurs face aux auteurs, éditeurs face aux producteurs, public, privé, privé entre eux, chaîne avec abonnement, chaîne gratuite,
etc. Ça n'arrête pas. Or, pendant ce temps-là, qui se gave? Les GAFAM. Et donc, il faut aujourd'hui, parce que c'est le nouvel écosystème, qu'il y ait un pacte global et qu'on revoie la loi de 86 pour redéfinir les nouvelles régulations de cet écosystème. Et là, on peut penser le service public dans ce nouvel écosystème. Quelle est la valeur ajoutée du service public, sa spécificité, et essayer, puisque nous sommes, nous, enfin moi et il madame, faut s'unir pour peser dans le débat, non, ce sera et se dire, ce serait bien qu'encore ce soit le service public qui donne le là de cet écosystème, donc le renforcer et pas l'affaiblir. Bien, merci. Merci à David Assouline, merci à Nathalie Sonac, merci à vous Dominique Verrien. Je vous laisse regagner justement le colloque qui se tient juste à côté, salle Clémenceau au Sénat. Merci à tous les trois. Beaucoup. Et on retourne à présent dans l'hémicycle puisque l'examen de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage se poursuit. On retrouve Saveria Roget qui suit pour nous l'avancée des débats. Où en est-on, Saveria? Eh bien, les sénateurs se sont penchés aujourd'hui sur une des parties les plus délicates, les plus disputées de ce projet de loi. Une partie qui cristallise les oppositions, le rôle des régions dans l'apprentissage. Le gouvernement veut en fait réduire les compétences régionales en matière de formation par apprentissage. Celle-ci serait limitée à la formation des demandeurs d'emploi. Hors de question pour les communistes qui parlent d'une vision utilitariste de la formation. Même discours pour la droite et pour son chef de file, Bruno Retailleau. Le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles et donc le décisissement des régions ne pourra que nuire à cette filière. Je vous propose d'écouter pour les Républicains le sénateur Max Brisson. Madame la ministre, vous faites des comparaisons avec les autres pays d'Europe. Je n'en connais pas qui soient dans des phases de recentralisation. Que la situation actuelle ne soit pas bonne, on en convient. Qu'il faille développer l'apprentissage, on en convient. Qu'il faille du copilotage, on en convient. Mais est-ce pour autant, parce que ça c'est un fait, enlever une compétence aux régions que l'on crée ce copilotage? Il aurait bien mieux fallu, en effet, aller associer davantage les branches. Voilà Max Brisson qui défendait l'amendement de Bruno Retailleau, amendement qui voulait rétablir la compétence générale des régions en matière d'apprentissage. Finalement, eh bien, cet amendement a été retiré. Au final, c'est la version de la Commission des affaires sociales, une version raisonnée qui a été adoptée. Elle prône la co-construction, le copilotage de cette compétence. Voilà donc pour ces débats autour du rôle des régions dans l'apprentissage. Merci à vous, Saveria. Et autre réaction, celle de la sénatrice socialiste du Calvados, Corinne Ferré, sur ce projet de loi. Elle est avec vous, Tam. Et oui, on va continuer à partir de l'article 15 qui porte sur l'apprentissage et le rôle des régions. Alors le projet du gouvernement a beaucoup fâché les régions puisqu'il voulait purement et simplement transmettre cette compétence aux branches professionnelles. Qu'est-ce que ça pose comme problème selon vous? Eh bien, à la fois, donc, c'est une remise en question très forte du rôle donc, des régions dans le domaine de la formation et plus particulièrement de l'apprentissage. C'est une compétence historique pour les régions. Tout à fait, une compétence historique, compétence renforcée dans le cadre des différentes lois de décentralisation. Et là, c'est une véritable recentralisation du jamais vu. Remettre en question ainsi une compétence essentielle d'une collectivité locale, c'est une première. En même temps, c'est bien que tout n'est pas parfait dans l'apprentissage, il fallait bien réformer au niveau de la gouvernance. Est-ce que vous pensez tout de même que c'est une bonne chose que les branches professionnelles aient beaucoup plus de poids à l'intérieur de l'apprentissage? Alors qu'elles soient plus présentes qu'elles ne le sont aujourd'hui, oui, parce qu'on ne peut pas, on voit qu'il faut améliorer les choses. La volonté étant d'ouvrir et de permettre à plus de jeunes de se former par la voie de l'apprentissage. Nous sommes tout à fait d'accord. Et ainsi de lutter contre le chômage des jeunes, notamment. Absolument, mais c'est une voie de formation. Donc cette formation doit permettre d'accéder à l'emploi, mais ce n'est pas la solution unique à l'accès à l'emploi. Pour autant, les régions ont fait beaucoup dans ce domaine. Il y a matière à améliorer les choses, à aller plus loin avec d'autres et avec les branches professionnelles en particulier. Et les régions travaillent déjà beaucoup localement dans chacun de leurs territoires avec les branches professionnelles. Mais aujourd'hui, proposer aux seules branches professionnelles d'organiser et de décider d'une carte de formation en particulier en ce qui concerne l'apprentissage, de financer les CFA,
Enfin, ça ne nous semble pas être la bonne solution. Alors finalement, la Commission a proposé une espèce d'amendement de compromis sur ce sujet, pour une espèce de copilotage avec tout de même les régions et les branches professionnelles. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous me disiez, sur le fait qu'il s'agit bien d'une voie de formation et pas une voie professionnelle. D'ailleurs, il y a eu tout un débat hier sur le fait que le texte n'a pas été suffisamment travaillé à quatre mains avec Jean-Michel Blanquer. Il était tout de même hier dans l'hémicycle, finalement, hier soir. Alors, il était dans l'hémicycle concernant l'article 10 qui portait sur l'orientation. Et nous avons été, je l'ai dit, étonnés et voire regrettés que le ministère de l'Éducation nationale, M. Blanquer en personne, mais c'est l'administration et l'Éducation nationale, ne soit pas partie prenante de ce texte. La formation par voie d'apprentissage est une formation initiale, n'est pas dans la formation continue. Et au titre de la formation initiale, l'Éducation nationale a aussi à dire. Et le ministre de l'Éducation nationale proposant une réforme de la voie professionnelle, eh bien, bien sûr, sa légitimité, on va dire, l'intérêt d'entendre ou de lire ces propositions dans cette loi était tout à fait justifié. Merci beaucoup Corinne Ferret pour votre réaction sur ce texte dont l'examen se poursuit encore en fin d'après-midi et certainement encore demain. Tout à fait. Merci à vous, Tam. Lundi, devant le Congrès réuni à Versailles, Emmanuel Macron se félicitait d'avoir renforcé et sanctuarisé le budget de la défense. Et pourtant, le Sénat déplore un manque de moyens de l'armée, et plus particulièrement, vous allez le voir, de l'armée de l'air. Elle manque cruellement d'hélicoptères. Samia Dechir. Ce sont des outils devenus indispensables pour l'armée française. Et pourtant, seul un hélicoptère sur 3 est aujourd'hui opérationnel. Sur une flotte de 467 appareils, les 2/3 sont immobilisés pour entretien ou réparation. Ce constat, détaillé dans un rapport sénatorial publié ce matin, n'est pas sans conséquences sur les missions de l'armée. Ça veut dire qu'une mission sur 2 dimensionnante ne peut pas être menée à son terme. Ça veut donc dire que la priorité est donnée aux opérations extérieures et qu'un certain nombre de missions de souveraineté nationale, notamment sur le territoire national, doivent être déportées, doivent être reculées. En cause, une utilisation intensive des appareils, dans un contexte où l'armée française est déployée sur de nombreux terrains à l'étranger. Mais le rapport pointe aussi le vieillissement de la flotte. Elle aurait dû être renouvelée avec l'arrivée des hélicoptères interarmés légers en 2024. Mais la dernière loi de programmation militaire repousse leur livraison à 2028. On ne peut pas continuer à faire voler des hélicoptères qui ont 45 ans d'âge pour les plus vieux, d'autres une quarantaine d'années. Il y a urgence à relever le défi de la livraison de nouveaux hélicoptères et donc de mettre les moyens nécessaires et suffisants pour cette acquisition. Outre un effort financier du gouvernement, le rapport préconise aussi d'impliquer davantage les industriels dans la maintenance des appareils qu'ils fournissent à l'armée. Donald Trump entame sa première visite officielle au Royaume-Uni. Il va rencontrer la première ministre Theresa May et la reine Elisabeth II. La visite porte en particulier sur les liens commerciaux avec Londres, qui souhaite ardemment signer un accord de libre-échange avec Washington après le Brexit qui doit avoir lieu officiellement en mars 2019. C'est dans ce contexte que le groupe de suivi sénatorial du Brexit a rendu son rapport ce matin. Marie Brémond. Les sénateurs redoutent de plus en plus l'absence d'accord avec Londres. Or, le temps presse. Les problèmes ne cessent de se démultiplier. Or, le message principal qu'on a passé ce matin, c'est un peu un cri d'alarme parce que c'est le 31 mars 2019. 31 mars 2019, c'est après-demain. Il reste donc 8 mois à l'Union européenne et au gouvernement fragilisé de Theresa May pour parvenir à un accord sur la sortie du Royaume-Uni, avec une situation explosive à régler, celle de l'Irlande et le casse-tête de la frontière. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ça veut dire que l'Ulster, qui est la partie anglaise qui se situe au nord de l'Irlande, quitte aussi l'Union européenne. Donc normalement, en termes de principe, il faudrait reconstituer des frontières. Reconstituer une frontière entre les deux Irlandes, impensable pour les acteurs du divorce, comme pour les sénateurs. Ça fait 20 ans que les accords dits du Vendredi Saint 1998 génèrent une paix que tout le monde souhaite préserver. Et la paix, elle est liée notamment au fait qu'il n'y a pas de frontières. Les sénateurs, eux, recommandent, faute de mieux, de créer une zone dite de backstop, au sein de laquelle les accords douaniers pourraient s'appliquer.
Et une des conséquences concrètes de ce Brexit, c'est la question de la frontière irlandaise. Vous voyez, ce reportage à Derry, c'est en Irlande du Nord, où la perspective de la sortie de l'Europe inquiète Fabien Riquer. De l'autre côté du fleuve, c'est le comté de Donegal, en République d'Irlande. Par beau temps, on a une meilleure vue. Comme vous voyez, on est vraiment tout proche. Chez les Bryson, on est éleveur de père en fils depuis un siècle. Kevin élève des bovins à viande des deux côtés de la frontière. Il a 270 vaches au Royaume-Uni, 130 en République d'Irlande. Pour l'instant, toutes ces vaches sont européennes. Nous arrivons à la frontière. Vous voyez ces panneaux? Voilà, c'est ici. Nous voilà en République d'Irlande. Comme vous voyez, la route est libre, il n'y a aucun obstacle. La perspective du Brexit ravive de mauvais souvenirs chez Kevin Bryson. Le rétablissement de la frontière couperait son exploitation en deux. Une frontière et des contrôles entraîneraient des ralentissements et des coûts. Et sur le plan politique, cela créera des divisions là où il ne devrait pas y en avoir. Et l'histoire nous enseigne que les divisions, ce n'est pas bon. Après le Brexit, Kevin devra faire une croix sur 2/3 des aides européennes qu'il perçoit aujourd'hui. À Derry, tout le monde redoute l'impact économique du rétablissement de la frontière. À l'image de Gavin Kailin. Cet entrepreneur a racheté une imprimerie en 2004. Il emploie aujourd'hui 40 personnes. Il y a 18 mois, Gavin a investi près d'1 million d'euros dans cette imprimante ultramoderne, fabriquée au Danemark. Si on devait acheter cette machine en étant à l'extérieur de l'Union européenne, les taxes à l'import la rendraient sans doute trop chère pour nous. Aujourd'hui, personne ne fabrique ce type de machine au Royaume-Uni. Gavin importe toute sa matière première de l'Union européenne et réalise 40% de son chiffre d'affaires avec la République d'Irlande. Le problème, c'est l'incertitude. Y aura-t-il une frontière, des contrôles douaniers? Les marchandises pourront-elles circuler librement? Nous ne savons pas. Certains de nos clients en République d'Irlande envisagent de ne plus se fournir au Royaume-Uni, mais plutôt de se tourner vers des fournisseurs dans l'Union européenne. Nous pourrions envisager de délocaliser une partie de l'activité en République d'Irlande. Ce qui est sûr, c'est que le temps nous est compté. Gavin ignore à quoi ressemblera la frontière après le Brexit. Certains évoquent même le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché unique. Les nationalistes irlandais plaident quant à eux pour une réunification des deux Irlandes. En attendant, les Européens ont acté leur refus du retour à une frontière physique, quitte à remettre en question l'intégrité territoriale du Royaume-Uni. Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jean Bizet, on connaît désormais le plan très contesté présenté par Theresa May sur sa future relation avec l'Union européenne. Au groupe de suivi sur le Brexit du Sénat, vous avez beaucoup de craintes et d'inquiétudes sur ce plan. Pourquoi ? Tout simplement parce que, contrairement à ce que nous avions dit et affirmé, et là en pleine cohérence avec l'attitude et la mission de Michel Barnier, nous avions toujours dit que le marché unique, tout le marché unique et rien que le marché unique, c'est-à-dire le respect des 4 libertés. Or, Theresa May, au travers de, je dirais, du référendum, de l'audition qu'elle a pu mener avec ses différents ministres au cours de ce fameux week-end des Chequers, a proposé un certain nombre, je dirais, d'arrangements sur le plan économique. Mais c'est donc le choix d'un marché à la carte. Un marché unique à la carte, et vous dites que c'est inacceptable ? C'est inacceptable, ça a toujours été la ligne rouge qu'a développée Michel Barnier vis-à-vis et avec l'appui des 27 États membres. Dans le rapport du Sénat, vous parlez aussi d'une course contre la montre. Est-ce qu'il y a un risque finalement que les négociations n'aboutissent pas, qu'on arrive à une sorte de no deal ? Absolument, puisque la date butoir, et c'est Theresa May qui l'a déclenchée en quelque sorte en lançant l'article 50, c'est le 29 mars 2019.
Et donc, il reste quelques mois avant qu'ils se mettent d'accord, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Et j'avoue que si nous avons du mal à y voir clair au niveau européen, je trouve que les Anglais y voient encore moins clair. Ils ne savent pas, si vous voulez, véritablement où ils veulent aller. Et pourtant, on a vu récemment la démission de Boris Johnson, de David Davis, qui reproche à Theresa May de faire trop de concessions à l'Union européenne. Mais tout simplement parce que le Brexit dur est impossible. Quand vous avez un État membre qui commerce à hauteur de plus de 55% avec ses partenaires et qui du jour au lendemain dit « je veux quitter ses partenaires », il est bien évident que le commerce va s'en trouver totalement déstabilisé. Et si Theresa May a fini par glisser vers un Brexit soft, c'est parce qu'elle a entendu les messages, que ce soit ceux du milieu économique proprement dit. Je fais allusion au PDG de Ariane, au PDG de BMW. Je fais allusion également aux représentants de la City qui, au travers de... Ils s'inquiètent aujourd'hui, ils disent que c'est un coup dur pour la City, pour les places financières britanniques. Mais bien évidemment, moi je dépeins, si je puis dire, le Brexit depuis le départ comme un suicide collectif. Les différents cabinets qui se sont penchés pour quantifier les pertes de chaque côté, s'il y a un Brexit dur et nous nous y acheminons, enfin disons que ce sont les Britanniques qui s'y acheminent, c'est un coût de 70 milliards par an pour nous tous. Un minimum de 35 milliards, 37 milliards pour les Britanniques et le solde pour les 27. Au moment où, précisément, tous les autres États membres de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie et en Chine se mettent, si vous voulez, dans ce commerce international à peser, eh bien, nous, l'Europe, alors que nous avions suivi un chemin absolument exemplaire depuis une quarantaine d'années, nous détricotons le marché. Qu'en est-il de l'Irlande? Vous dites dans le rapport sénatorial que c'est le nœud gordien, finalement, de l'accord de sortie. Oui, parce que vous avez d'un côté la République d'Irlande qui est un des États membres, un des 27, qui, je dois le dire, nous y étions il y a quelques jours avec le président Cambon, 96% de la jeunesse de République d'Irlande comment dirais-je, est absolument enchantée d'être dans l'Union, ne veut absolument pas en sortir. Et de l'autre côté, en face, en Irlande du Nord, vous avez je dirais, des gens qui veulent absolument rester attachés à la couronne britannique. Donc, nœud gordien, pour la bonne raison, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas tolérer une frontière entre ceux qui sont dans l'Union et ceux qui ne le seront plus. Or, l'accord du vendredi 5, qui a rétabli en quelque sorte la paix, sur lequel l'Union européenne n'était pas partie prenante, bien évidemment, parce que c'est un accord qui s'est déroulé avec, je dirais, la Grande-Bretagne et puis l'Irlande, sauf que l'Union européenne était partie, si je puis dire, de cet accord au travers des fonds structurels et de cohésion que, année après année, elle déverse sur ce territoire. On en est dans le cadre financier pluriannuel pratiquement à 3,5 milliards. Donc il voit bien que c'est difficile. Donc moi j'en viens à la conclusion suivante, que pendant plus de 4 décennies, la Grande-Bretagne a été dans l'Union européenne en négociant tout, à chaque fois que s'il était possible, ce qu'on appelle des opt-out, donc c'est-à-dire des exceptions. Et maintenant, ils souhaitent être en dehors de l'Union en négociant des opt-in, c'est-à-dire autant d'exceptions pour rester à l'intérieur. C'est donc totalement schizophrénique. Jean Bizet, on sait que Donald Trump est arrivé au Royaume-Uni, c'est sa première visite officielle, il doit rencontrer Theresa May et la reine d'Angleterre. On voit bien que Washington tente bien de profiter de cette situation, de ce contexte politique agité pour la première ministre, et notamment en ce qui concerne les accords commerciaux. Je dirais que M. Trump est le meilleur allié de l'Europe. Parce que, si vous voulez, il nous oblige à réagir, et à réagir, je dirais, groupé. Si nous n'avons pas compris cela, si vous voulez, eh bien, je suis inquiet de l'avenir de l'Europe. Nous devons
rester unis à 27. Je regrette que l'Angleterre s'en aille, parce que je rappelle que le marché unique européen est le premier marché économique mondial. Si M. Trump prend ce type, je dirais, de posture, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une foucade, c'est totalement calculé. Il le fait par... Parce qu'il a dit que les propositions de Theresa May ne correspondaient pas finalement au vote des Britanniques. Bien évidemment, parce que si vous voulez, les responsables britanniques de l'époque, David Cameron en l'occurrence, si vous voulez, a menti au peuple britannique et qui donc a voté, je dirais, avec ses pieds en quelque sorte. Mais je suis assez critique à l'adresse de David Cameron, je le dis avec la courtoisie qu'il sied, tout simplement pour la bonne et unique raison, c'est que pour régler un problème interne à son propre parti, le Parti conservateur, qui tirait à U et à Dia sur les questions, je dirais, européennes, il n'a rien trouvé de mieux que de prendre le peuple britannique en témoin pour pouvoir clarifier et ressouder sa famille politique. Ce faisant, il a pris l'Europe, si je puis dire, en otage. Et c'est allé bien au-delà de ce qu'il avait souhaité. Je le sais pour avoir eu l'occasion de rencontrer notre ambassadeur de France à Londres, Jean-Pierre Jouyet, que David Cameron se lamente, je dirais, de l'orientation qu'il a malencontreusement engagée pour son propre pays. Eh bien, merci à vous. Merci Jean Bizet d'être venu sur ce plateau. Merci. Une conférence des territoires sans les élus locaux. 3 associations boycottent ce 3e rendez-vous avec l'exécutif. Tout avait été fait pourtant pour éviter les sujets qui fâchent. Mais les communes, les départements et les régions ont décidé de marquer leur mécontentement en pratiquant la politique de la chaise vide. Seuls quelques élus étaient présents. Fabien Recker. Il y avait quand même quelques élus présents à la conférence des territoires, venus écouter le Premier ministre avec des attentes bien précises. La téléphonie mobile, le haut débit, donc là il y a eu des annonces très importantes pour nous. Je suis là au titre des écomères, c'est-à-dire que nous sommes effectivement en recherche d'un ensemble de solutions pour faciliter la transition. Pour les sujets qui fâchent en revanche, comme la question des finances locales, le dialogue semble pour l'instant rompu entre État et collectivités. Pour preuve, le boycott conjugué de la conférence par les représentants des maires de France, des départements et des régions. Le sujet provoque d'ailleurs un léger agacement dans les rangs du gouvernement. Comment on fait pour renouer le dialogue entre l'État et les 3 grandes associations d'élus ? Eh bien, on travaille, on continue. Le gouvernement a tenu l'ensemble des engagements qu'il a pris. Il faut qu'au-delà des positions politiques des uns et des autres, il y ait un enjeu, un objectif, c'est l'intérêt général. Toutes les associations d'élus n'ont d'ailleurs pas claqué la porte. Nous sommes présents. Mais nous sommes exigeants, mais je pense que quand il y a une instance de dialogue, qu'on est invité, c'est une courtoisie élémentaire que de participer. Il n'empêche, difficile d'avancer sans les 3 principales associations d'élus. Gérard Larcher, quant à lui, ne s'est pas exprimé publiquement. Je ne dis rien, je pars. Mais aurait appelé solennellement Édouard Philippe à rétablir la confiance entre l'État et les élus locaux. Les contours de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, voulue par le gouvernement, sont donc très attendus. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités. Françoise Gatel, bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine, vous étiez présente ce matin à cette conférence des territoires. Sur ce plateau également, Sophie Taillé-Polian, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Alain Richard est également sur ce plateau, bonjour. Sénateur La République En Marche du Val-d'Oise, ancien ministre, merci d'être avec nous. Et puis j'accueille Olivier Landel, bonjour. Vous êtes délégué général de France Urbaine, vous aussi, vous étiez présent lors de cette conférence des territoires. On se souvient que le 17 juillet dernier, la première conférence des territoires avait lieu ici même au Sénat avec pour objectif de créer un pacte de confiance entre l'État et les territoires. Françoise Gatel, que s'est-il passé en un an ? Alors, je pense que le président, à juste titre, et le gouvernement ont voulu parler d'une reconstruction de confiance entre le gouvernement, les collectivités et le Parlement. Et les mots ont un sens.
Et je pense qu'effectivement, indépendamment de ce que je dirais sur les méthodes du gouvernement actuel, je pense qu'il a hérité d'une situation de défiance, parce que je le dis de manière très simple, durant le dernier quinquennat, les collectivités ont été essorées financièrement, ont été mises au pas. Donc la responsabilité est partagée de loi. aussi avec le quinquennat de François Hollande, c'est ce que vous dites? On ne peut pas aujourd'hui dire que tout va mal, alors même qu'on sort d'un quinquennat qui n'a pas été construit dans la confiance avec les élus locaux. Et aujourd'hui, le gouvernement veut emmener les collectivités et le Parlement dans un dialogue et une confiance. Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose, et Gérard Larcher l'a dit, on s'y est engagé sans a priori et sans a priori politique. Aujourd'hui, il semble toutefois que le chemin n'a pas été totalement trouvé, qu'il y a un écart entre le discours très affirmé et sans doute très sincère, et puis des actes et des décisions qui sont prises ici. Je donnerai un exemple, l'exemple de l'eau et l'assainissement. On a ici, il y a quelques mois, une loi qui est votée à la quasi-unanimité par tous les groupes. Voilà. Bon. Et puis, le gouvernement nouveau arrive, une nouvelle assemblée s'empare de ce sujet et détricote tout simplement ce que le Sénat avait fait, qui était juste quelque chose d'intelligent et de bon sens, et qui surtout était un acte de confiance dans la capacité des élus locaux à gérer leur diversité, à faire quelque chose d'intelligent. Et là, on a quelque peu encore décrété, imposé, on a été amené, enfin le gouvernement... Un exemple de la défiance, de la recentralisation qui est reprochée. Olivier Landel, vous étiez présent, mais alors les associations présentes ce matin disent, eh bien, pas question non plus de servir d'alibi, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. On y est présent, mais on y est vraiment pour travailler, parfois pour dire ce qui ne va pas, mais surtout pour proposer. Un des principes de base de l'attitude des élus de France urbaine et des autres associations qui sont nombreuses et qui sont autour de la table, c'est de pas se contenter de dire ce qui ne va pas, mais c'est de proposer une solution alternative lorsqu'on considère que quelque chose ne va pas dans le bon sens, et d'essayer de construire quelque chose. J'entendais dans le petit lancement de tout à l'heure qu'on avait évité les sujets qui fâchent aujourd'hui. Mais pas du tout, parce que ça fait très longtemps que ce programme particulier sur la cohésion européenne, la politique de cohésion, est à l'agenda, et c'était avant même que les trois associations qui ont décidé de ne pas être là décident de ne pas être là. Parce qu'il y a une déclaration commune qui a été envoyée à Bruxelles aujourd'hui sur les attributions des fonds structurels européens. C'était ça le sujet. Et les sujets plus durs, parce que là, il y a une forme de cohésion nationale quand on parle à l'Europe, mais les sujets plus durs qui concernent les finances locales ont été traités lors de l'instance de dialogue, les instances de dialogue qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Donc le sujet n'est pas évacué. Le travail se poursuit. Et on compte bien qu'il se poursuive parce qu'il en va de la solidité des finances locales. Alors avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'écouter Dominique Bussereau, puisque le président de l'association de l'Assemblée des départements de France était notre invité, c'était hier. Il répondait aux questions de Cyril Viguier. On l'écoute. Le rattrapage, c'est de venir devant nous, de nous faire venir devant le gouvernement dès la rentrée, pour dire, voilà, sur ces sujets, on peut à nouveau avancer sur le financement de la solidarité sociale pour les départements, sur la réforme de l'apprentissage et de la formation pour les régions, sur la taxe d'habitation et son remplacement pour les communes, et nous faire un certain nombre de propositions. La conférence des territoires, ça ne doit pas être une opération de communication. C'est un paradoxe politique que trois responsables politiques qui sont, comme le dit Hervé Morin, une expression amusante, sont violemment modérés. Hervé Morin lui-même, François Baroin et moi, qui n'avons pas d'hostilité de principe à l'égard du chef de l'État et du gouvernement, qui comptons beaucoup d'amis dans les cercles dirigeants gouvernementaux, nous en soyons là. C'est vraiment parce qu'ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais. Je ne mets pas en cause la personne du président de la République, ni celle du Premier ministre. Je dirais que la technocratie, à certains moments, a semblé reprendre le pouvoir. Comment vous réagissez à ces propos, Alain Richard? Ce n'est pas une opération de communication, ça ne doit pas être une opération de communication, cette conférence des territoires, nous dit Dominique. Moi j'ai une autre lecture de ce qui s'est passé. Je crois que sur les sujets importants sur lesquels des concertations et autant que possible des décisions partagées sont à prendre, ces trois associations ne sont plus fonctionnelles. Elles ne sont pas en capacité d'élaborer des propositions applicables, intégrables à une trajectoire financière et qui rassemblent leurs membres. Dans le cas des départements, ça a été particulièrement flagrant. Nous avions travaillé
et le gouvernement avait repris une partie de nos propositions pour faire un rattrapage financier pour les départements qui avaient été touchés financièrement par la montée des allocations de solidarité. Et il y avait besoin de donnant-donnant dans lequel il fallait que les départements ayant de bonnes ressources contribuent par solidarité. Ils en ont longuement discuté entre eux, et si vous interrogez les représentants des départements pauvres, ça a été un clash. Ils ne sont pas mis d'accord parce que les départements aisés n'ont pas voulu payer pour les autres. Ils ont fait d'ailleurs une manœuvre assez habile qui est de dire au gouvernement, écoutez, on veut bien mettre 350 millions de péréquation sur nos fonds, à condition que vous nous refiliez d'abord 500 millions payés par les contribuables. Mais pourquoi on ne les entend pas, les départements pauvres, justement, dans ce débat, Alain Richard? Parce que ce ne sont pas les personnalités dominantes. Sophie Taillé-Polian, c'est un jeu politicien qui est en train de se nouer en ce moment avec ce boycott de la Conférence nationale des territoires. Ce que j'observe, c'est qu'on nous parle souvent d'efficacité et que là, objectivement, on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'on ne réussit pas à mettre tout le monde autour de la table, je dirais, de manière assez sereine, en essayant de jouer les uns contre les autres. C'est tout à fait habile également. Mais ce que j'observe, c'est que le gouvernement prend des décisions très fermes, qu'il met en œuvre, comme ça, la taxe d'habitation, les contrats aidés, et puis ou encore la baisse des APL. Et puis après, on cherche les solutions pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Finalement, on impose un modèle, enfin, on casse un modèle sans avoir encore achevé la construction du modèle suivant. Donc on arrive évidemment à des situations de crise. Donc là, la taxe d'habitation va être supprimée Elle sera compensée intégralement, à dit-on. mais dans le budget de l'État, on ne sait pas encore où sont les fonds qui vont permettre... alors, est-ce qu'on va creuser les déficits ou supprimer les services publics? On ne sait pas encore, mais enfin, toujours est-il que ce n'est pas financé. Donc, voilà c'est comme ça. Après, effectivement, on peut toujours jouer sur les uns et les autres qui ne sont pas en face aussi unis qu'il serait bon qu'ils soient, peut-être. Mais tout cela procède d'une méthode, qui, à mon avis, n'est pas efficace et n'est pas respectueuse non plus. Oui, Françoise Gatel. Oui, moi je pense que l'autorité que l'on accorde à l'État, où on lui soupçonne d'être autoritaire, encore une fois, moi je pense qu'on l'a beaucoup connu les temps derniers, il n'y avait pas de dialogue. Maintenant, moi ce qui m'intéresse... Cette recentralisation des politiques publiques, c'est le principal reproche, justement. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et la conviction qu'on peut avoir les uns et les autres, le gouvernement et les collectivités territoriales, que là, cette République, c'est, pour prendre une image, c'est un bipède qui doit marcher sur ses deux jambes, et deux jambes saines, parce qu'il ne peut pas y avoir de claudication. Il y a l'État, dans ses compétences régaliennes et dans sa responsabilité d'équité, de facilitation des territoires. Et les collectivités qui sont des faiseurs. Et ce matin, moi j'ai assisté à une table ronde très intéressante. Il y avait la ministre de l'Enseignement supérieur, il y avait le maire de Saint-Quentin, et on a expliqué comment, pour garder ou mettre en avant l'attractivité des territoires, il suffisait pas de vouloir attirer des entreprises, mais il fallait disposer de logements, il fallait disposer de conditions d'accessibilité, donc on en appelle à la région, il fallait disposer de compétences. Et la ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué comment elle, à Grasse, elle s'était mise autour de la table avec les collectivités pour dire on a des savoir-faire, on a des exceptions économiques, et bien l'université doit pouvoir travailler. Donc on a concrètement des exemples de choses qui marchent, mais moi je pense que notre problème, et il est très français, il dépasse le temps d'un quinquennat, et là c'est que on gère le pays en pensant que certains sauraient et qu'on pourrait formater le pays dans un modèle unique, alors que les uns et les autres, quand on va dans les territoires, on voit des élus qui, avec des partenaires institutionnels, écouter l'intelligence des territoires, c'est ce que vous dites. Et inventent des choses et des solutions. On sait qu'il y aura justement un droit à l'expérimentation, on va y venir. Olivier Landel, c'est vrai qu'on a tendance à dire d'Emmanuel Macron qu'il est plus à l'écoute de France urbaine que des autres associations d'élus. Oui, j'ai cru voir ça dans le monde. En fait, je crois que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit France urbaine. Il se trouve que ça fait des années que les élus des grandes agglomérations, mais beaucoup d'élus, disent ce que vient de dire Françoise Gatel. C'est-à-dire que faisons confiance aux territoires, ils savent, et laissons-les faire ensemble. Et c'est pour ça que ça fait des années que l'on propose cette méthode de travail où on appelle l'État à travailler en co-construction sur un certain nombre de choses, à libérer les énergies, à faire de la différenciation. Cette idée de différenciation, ça fait au moins 15 ans que les présidents de communautés urbaines la mettent dans leur résolution annuelle. On va enfin avoir une ouverture où on nous promet que les choses vont pouvoir se faire dans la Constitution. La question de l'expérimentation
l'expérimentation. On avait obtenu quelque chose avec Monsieur Raffarin, malheureusement inapplicable parce que limité dans le temps et poussé à la généralisation derrière. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça fait 1 an, continuons, poussons la méthode jusqu'au bout, allons, changeons les habitudes. Les habitudes sont très compliquées à changer. On voit bien, effectivement, on le vit, un décalage entre le discours du président de la République le 17 juillet dernier et puis la mise en œuvre pendant l'été. On voit un décalage entre le discours sur la contractualisation, où il va y avoir de la souplesse, de l'adaptation, et puis une mise en œuvre très rigide, reprise en main par l'administration centrale, etc. Mais cependant, c'est quand même mieux qu'avant. Avant, il n'y avait même pas moyen de commencer à discuter. Là, il y a moyen de commencer à discuter. Les choses s'installent doucement. Donc, il faut continuer à forcer à ce dialogue parce que ça n'est pas naturel. Ouais, justement, parce que vous parlez de contractualisation, c'est ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe qui défend sa méthode, car en effet, ce sont 61% des grandes collectivités qui ont déjà signé un contrat. Écoutez. Ces contrats sont des contrats qui sont, à l'évidence, pour certaines collectivités territoriales, des contrats ambitieux et difficiles à tenir. Mais je voudrais vous dire que je suis, à titre personnel, intimement convaincu que discuter avec ceux qui sont les acteurs essentiels de la dépense publique locale, les acteurs les plus massifs, et prévoir par la forme d'un contrat la progression maîtrisée de leurs dépenses est infiniment plus fécond et infiniment plus respectueux qu'une diminution brutale non discutées, des dotations qui viennent les alimenter. Sophie Taillé-Polian, on entend Édouard Philippe qui défend sa méthode. C'est mieux d'être accompagné justement pour pouvoir réduire ses dépenses de fonctionnement. Écoutez, moi je suis intimement convaincue que cette contractualisation, elle est stérile. Elle n'est pas féconde. Et elle est stérile d'autant plus que, alors on aura beau faire de l'expérimentation, mais si les collectivités n'ont plus les moyens d'engager des politiques publiques locales, eh bien on pourra toujours avoir des droits d'expérimentation. Et c'est ça le sujet. Personne ne nie que dans le précédent quinquennat, les collectivités locales ont été fortement mises à contribution pour réduire le déficit de notre pays. Et je pense que maintenant, nous sommes au bout de ce chemin et qu'il faut redonner un petit peu d'air aux collectivités et que le contrat qui est aujourd'hui posé aux collectivités, c'est soit vous ne dépensez pas, soit vous ne dépensez pas. Parce que, de fait, évidemment, beaucoup de collectivités ont signé parce qu'ainsi, elles ont réussi à grappiller 0,1, 0,2 points de plus de possibilités de dépenses. Même la mairie de François Baroin. Mais oui, parce qu'il y avait, je dirais, c'était un peu moins pire. Mais c'est un contrat de dupe. Évidemment, il faut toujours mieux signer quelque chose de moins pire que quelque chose de trop pire. Bon, mais enfin, c'est pas une contractualisation. C'est un contrat de dupe, Alain Richard. Et bien sûr. Oui. Je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord, sauf une partie de l'opposition, pour dire qu'on doit modérer la dépense publique. Bien. Les collectivités l'ont déjà fait sous une forme de contrainte. On leur propose là une forme de contrainte qui est plus discutée, qui est plus ajustée, puisque le 1,2% peut être modulé. Mais je signale un détail. Pendant ce temps-là, les recettes des collectivités, elles, augmentent. C'est-à-dire que si on prend l'année 2017 et l'année 2018, l'augmentation des recettes des collectivités sera de l'ordre de 2,5 à 2,8%. Donc, on leur demande de faire un effort sur la dépense, mais en même temps, on leur permet d'améliorer leur situation financière. C'est-à-dire, par exemple, de pouvoir faire plus d'investissements. Donc, ça n'est pas un jeu facile, mais il me semble que le rapport de responsabilité entre collectivités et État, il est équilibré. Oui. Françoise Gatel et ensuite Sophie Taillé-Polian. Oui, moi je voudrais dire un mot sur les associations qui n'étaient pas là. Alors, je ne suis pas missionnée pour parler en leur nom, mais je pense que ce sont 3 grandes associations très responsables. Dominique Bussereau l'a dit. Ce sont des gens qui dialoguent, qui sont dans une relation de partenariat avec l'État. Donc moi je ne pense pas qu'ils fassent de l'obstruction ou de la politique politicienne. Je pense simplement qu'ils tirent un signal d'alarme en disant comment l'État va exercer la solidarité envers les plus faibles si les départements ne sont pas un peu entendus. Comment l'État va pouvoir faire de la formation professionnelle, de la mobilité, de l'accessibilité, s'il n'y a pas un vrai dialogue nourri avec ces collectivités. Et que moi, je veux bien essayer ce que propose le gouvernement, parce que ce à quoi je crois, c'est que jusqu'en 2017, on a cru que l'organisation territoriale, elle devait être décrétée et figée dans un monde
où il faut en fait être très agile, pouvoir construire, inventer, être à géométrie variable. Alors, c'est difficile parce que parfois le terrain nous paraît un peu moins stable qu'il pouvait l'être, mais on a inventé le futur et j'ai entendu ce matin un propos intéressant du Premier ministre, mais on aura de l'exigence dans la réalisation de tout ça, c'est qu'il nous a expliqué que l'État devait être facilitateur et accompagner les territoires et qu'il s'engage à un ancrage de l'État et à une fonction d'ensemblier du préfet pour faciliter et avoir ce rôle de partenaire des collectivités pour rendre l'avenir possible. Oui, Sophie Taillé-Polian, vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaitais réagir parce que... Par ailleurs, le gouvernement dit nous avons sacralisé la dotation globale de fonctionnement. Or, ce que j'ai constaté, nous avons été nombreux collègues à constater dans beaucoup de départements, c'est qu'en réalité, et moi sur mon département, le Val-de-Marne, sur 47 villes, la plupart ont connu des baisses de dotation générale, de dotation globale de fonctionnement, allant parfois jusqu'à plus de 10 points de baisse. Et rare était celle qui était, je dirais, à constante. Donc, bon, ça, c'est quand même des éléments aussi à garder en tête. Après, les recettes supplémentaires utilisées à l'investissement. Mais l'investissement, pour beaucoup de choses, quand une collectivité investit, elle construit une école, il y a des frais de fonctionnement derrière. Donc, on va bien être dans un assèchement des politiques publiques locales qui sont au bénéfice des habitants. Olivier Landel, ça va se faire au détriment des investissements, des collectivités, cette maîtrise justement de leur coût de fonctionnement? Il y a déjà eu une très très forte baisse des investissements dans le quinquennat précédent par la baisse brutale, 25% qu'on avait annoncée. Là, je crains qu'il puisse y en avoir une également, ou en tout cas un mauvais choix de financement des investissements, parce que là, on n'est pas d'accord avec cette idée. L'idée qu'à la fin, ça aboutisse à un désendettement des collectivités nous semble être une aberration, à un moment où jamais les taux n'ont été aussi bas et où l'offre n'a été aussi pléthorique. Mais je voulais revenir sur cette idée de contractualisation. Les trois mots-clés de France Urbaine qui ont été adoptés dans un manifeste qui était avant les élections présidentielles, c'est responsabilité, autonomie, dialogue. Responsabilité, ça veut dire qu'effectivement, il faut passer parfois par la contractualisation. Et sur cette contractualisation, la seule différence que personne ne note vraiment, c'est que lorsque vous avez une baisse de dotation dans le quinquennat précédent, c'était à partir du point de départ, on avait une baisse à point d'arrivée. Ce qu'on a obtenu en travaillant sur la contractualisation, c'est que le point de départ de la baisse, ce soit un point théorique de fin 2022, ce qu'on appelle le tendanciel. En fait, il n'y aura pas de baisse du tout. Et il n'y en a pas eu du tout en 2018. Si, il y en a eu individuellement. Mais la masse à répartir, elle est restée la même. Et il n'y a pas eu de décision nouvelle. Ce sont les décisions anciennes, et notamment la reconfiguration de la carte intercommunale qui a fait de grands changements. Il faut quand même observer et qui est une réalité. Il ne faut pas oublier de dire que les communes les plus pauvres ont eu des augmentations très substantielles. Et ce que je voudrais dire, parce que c'est très... Il y a des communes dans mon département qui sont des communes populaires, qui ont beaucoup de services publics, qui sont vraiment au bénéfice, et qui peut-être, mais dont les services publics sont de véritables amortisseurs à une situation sociale difficile. Oui, mais pensez à la situation sociale, monsieur Richard. Ne l'oubliez pas. Vous l'avez oublié pendant ces communes sont des communes aisées. Mais pour nous, le vrai sujet, et c'est vrai que c'est pas au sens de leurs habitants. C'est pas forcément un sujet ultra partagé. Pour nous, le vrai sujet, il est là maintenant, demain. C'est la question de l'autonomie fiscale. Derrière le modèle que nous avons en tête, il est Elle est menacée, cette autonomie fiscale, aujourd'hui? Eh bien, l'enjeu de le remplacement de la taxe d'habitation est fondamental. C'est celle-là la mère des batailles. C'est l'autonomie fiscale. C'est autonomie fiscale qui suppose quoi derrière? Un système de péréquation très puissant et complètement rénové. Notre système de péréquation aujourd'hui, il est complètement aveugle. Il donne à des collectivités que l'on pense pauvres parce qu'elles ne lèvent pas l'impôt à côté d'autres, l'impôt de gens qui pourraient le payer. Je parle bien à revenu égal. Vous avez des collectivités qui ne lèvent pas l'impôt, d'autres qui lèvent. Il faut revoir le système de péréquation complètement et il faut pousser l'autonomie fiscale des collectivités locales. Et là, la réforme de la taxe d'habitation va être fondamentale. Et il ne faut surtout pas Une petite réaction de Françoise Gatel. On donnera la parole à Alain Richard, puisqu'il a travaillé tout particulièrement sur ces questions de refonte de la fiscalité locale. Alors, il y a une grosse inquiétude des élus sur leurs futures ressources, puisque la taxe d'habitation représente un pourcentage très significatif des ressources des collectivités et de leur autonomie, de ressources. Et ça peut être dans des territoires prospères, des ressources dynamiques, parce que c'est une chose d'assurer aux collectivités
les revenus dont elles disposaient. Mais quand vous avez des augmentations de population ou des vieillissements de population, vous avez des dépenses de fonctionnement qui augmentent parce qu'il y a des nouveaux... Donc il faut donner aux collectivités un impôt qui est dynamique. Il faut une solidarité, c'est-à-dire qu'on mette en place des modèles de péréquation, mais qui ne ressemblent pas forcément à cette incongruité et cette monstruosité qui est devenue le fonds de péréquation intercommunal, qui est un grand mystère assez injuste, et qu'on donne de la lisibilité. Quand vous lancez une idée d'investissement, vous allez réaliser cet investissement 3 ou 4 ans après, et il va générer des dépenses de fonctionnement. Donc quand vous commencez à réfléchir à un projet, vous devez avoir la visibilité sur ce que sera votre cadre budgétaire et financier à l'issue des 5 ans. Donc c'est une grande révolution. Alors Richard, on entend les collectivités, elles ont besoin effectivement de lisibilité de sur leurs finances et elles sont inquiètes de cette réforme. Oui, les gens sont toujours inquiets quand il y a des réformes, et c'est bien mieux de ne pas faire de réformes, c'est bien connu, parce que ça n'inquiète personne. Simplement, le pays se dégrade. Ce que je veux dire simplement, c'est que le choix politique qui est déjà fait par le chef de l'État et par le gouvernement, c'est que les recettes pour chaque collectivité, commune ou intercommunalité, parce que les départements n'ont pas de taxe d'habitation, les recettes retirées de cet impôt par les collectivités seront maintenues par un impôt à caractère dynamique. Maintenant, le vrai sujet, qui ne fait pas que des amis, c'est que premièrement, il n'y aura pas de nouvel impôt, parce qu'on l'a testé. Il n'y a pas d'imposition personnelle localisée qui donne des résultats socialement acceptables. Donc on fonctionnera avec des répartitions d'impôts de l'État. Et que plus on cherche à donner aux collectivités des ressources à origine locale, à base locale, plus on a d'inégalités dans la durée. Et donc moi, plus j'avance, plus je plaide dans l'intérêt des collectivités pour un remplacement par une part d'impôt d'État qui au moins ne creusera pas les inégalités. C'est-à-dire qu'entre les communes dont les ressources ne sont pas en croissance, dont le marché immobilier n'est pas dynamique, alors que leurs besoins sociaux et économiques, éducatifs, etc. sont les mêmes, si on leur dit, chers amis, on a une bonne idée, on va vous donner une part importante d'impôt foncier local, ça veut dire que quand on regardera la photo 10 ans après, les collectivités qui sont dans les secteurs les plus dynamiques, les plus en croissance, et je vois notre ami Landel qui est un peu inquiet parce qu'il représente typiquement ces collectivités-là, pour elles, ça sera très bien passé, et pour les départements et les petites villes qui sont en stagnation, eh ben, ça sera beaucoup moins bien passé. Donc j'appelle à faire attention à ça. Olivier Landel. C'est là qu'on a une petite différence d'appréciation. C'est-à-dire que, en fait, c'est normal, hein, on est là pour Non, mais ce qu'on défend, c'est, enfin, honnêtement, hein, c'est vraiment pas pour préserver des ressources, des machins. Puis en plus, on le sait tous, les pauvretés, les difficultés, elles sont largement en ville comme à la campagne. Enfin, et comme à la campagne. Ces histoires-là, c'est bon. C'est vraiment une question fondamentale, mais qui n'est pas tranchée encore aujourd'hui par ce gouvernement et ce président de la République. C'est quelle est sa vision de la décentralisation. Est-ce que la décentralisation, c'est répartir d'en haut ce que l'État pense de bien pour les Français? Ou est-ce que c'est faire confiance au territoire, quitte à ce qu'il y en a qui fassent n'importe quoi, mais même s'il y en a 2-3% qui font des erreurs, ce ne sont que 2-3% d'erreurs par rapport à un État qui peut se tromper très lourdement. On sait qu'il y aura une agence nationale de cohésion des territoires, et donc, ça va passer par amendement dans la loi Elan. Et donc nous, on pense qu'effectivement, ce qu'il faut mettre en place, c'est un système qui fasse confiance aux collectivités locales, qui croit à la responsabilité de l'élu local, qui du coup le motive à faire venir des entreprises, faire venir des logements, etc., et qui instaure un nouveau système d'alliance des territoires, d'où l'importance de l'Agence nationale de cohésion des territoires pour mettre en place ce système d'alliance des territoires. Et la péréquation, c'est pas simplement distribuer de l'argent, c'est co-construire, c'est construire des projets ensemble entre une ville rurale, une ville moyenne, une métropole, entre deux villes rurales ensemble, etc. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on co-construit un certain nombre de projets plutôt que de distribuer de l'argent qui parfois va être bien utilisé et parfois moins bien utilisé. Sophie Taillé-Polian, on arrive au terme de ce débat. Est-ce que vous pensez que les collectivités locales, territoriales vont revenir à la table des négociations? On sait que c'est souhaité notamment par Gérard Larcher, le président du Sénat. Il leur appartient d'en décider.
Mais la façon dont le débat est posé, encore une fois, d'abord on prend les décisions fortes qui frappent, qui inquiètent, et puis après on discute, on plaide, on se dit ah ben non, faut faire comme ci, ah ben non, faut faire comme ça, faut faire une agence, mais elle vient pas, n'est pas une bonne manière de discuter. Donc maintenant, il faut que tout le monde revienne peut-être autour de la table, certes, mais il faut que les engagements soient clairs de la part du gouvernement afin de garantir l'autonomie des collectivités et la capacité de donner un sens aux élections municipales, aux élections locales, qui sont le cœur de notre démocratie. Françoise Gatel, vous souhaitez vous aussi vous lancer un appel aux régions, aux départements, aux communes pour qu'elles reviennent un peu Je n'ai pas d'appel à lancer. Toutefois, je n'imagine pas que dans ce pays, on puisse penser que sans les communes, sans les départements, sans les régions, on puisse collectivement répondre à notre obligation qui est l'intérêt général et le service de tous les habitants et de tous les territoires. Moi, je pense maintenant, il appartient aussi au gouvernement de montrer qu'il entend l'alerte que font résonner ces associations, qui laissent en même temps la porte ouverte. Donc maintenant, le mot de la fin, il faut que le gouvernement entende justement cette alerte. Merci à vous Françoise Gatel, merci Olivier Landel, merci Alain Richard, merci Sophie Taillé-Polian d'être venus sur ce plateau. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, demain à 23h sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Un cinéaste et un député, Régis Varnier et Christian Jacob, autour de la culture. Moi, j'étais très impressionné par Indochine. J'ai du mal avec l'actualité. Donc vous préférez vous tourner vers le tant qu'elle passé. n'est pas l'histoire. À partir du moment où vous communiquez, vous faites du cinéma. On ne peut pas séparer la fabrication d'un film de son économie. Les Visiteurs du soir, présentés par Nathalie Kuman. Demain à 19h30.